Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue à Vivatech 2022. Nous sommes très heureux d'ouvrir ces keynote KPMG ce matin à vos côtés. Et pour l'ouverture, on a fait un choix assez clair et déterminé. On aurait pu vous parler de métavers. On vous en parle sur le stand, on aurait pu vous parler de blockchain, on en parle sur le stand, on aurait pu vous parler de drone, on aurait pu vous parler d'innovation technologique au service de la santé et on en parle sur le stand. On a fait un choix très engagé, on a fait le choix d'ouvrir sur une thématique ESG et vous allez voir plus particulièrement pourquoi nous pensons que Time for the Planet, it's now. Claire, avant de te poser une première question, tu es la directrice générale de Time for the Planet, où tu es plus particulièrement en charge des levées de fonds auprès des grands investisseurs. Alors c'est un domaine que tu connais très bien parce que pendant près de 15 ans tu l'as fait, mais plus sur des engagements philanthropiques, que ce soit les apprentis d'Auteuil en France, que ce soit d'autres institutions au Canada ou en France plutôt. Time for the Planet, c'est quoi? Une large question. Alors Time for the Planet, en 3 mots, c'est une entreprise à but non lucratif. Plus exactement, c'est un fonds citoyen dont la mission est de détecter et de financer et de déployer à l'échelle mondiale des innovations ayant un impact majeur et direct sur la réduction des gaz à effet de serre. Merci Claire, et on reviendra tout à l'heure là-dessus et sur le modèle si particulier et si intéressant que vous avez choisi. Alors, ESG, plus particulièrement de transition énergétique, on est à Vivatech, on parle d'innovation et de technologie. Claire, quel rôle doit jouer l'innovation en matière de transition énergétique? Alors, comme le dit le GIEC, tout simplement, l'innovation fait partie des 3 leviers essentiels, complémentaires, pour réussir cette transition, pour réussir ce défi face au dérèglement climatique. L'innovation, parce que oui, les 3 leviers, c'est la sobriété, la réglementation et l'innovation. Et on va avoir besoin des 3 parce que l'innovation, on va en avoir besoin parce qu'il y a toujours même si on est plus sobre, même si on consomme différemment, on aura toujours besoin d'un certain nombre de biens et services essentiels. Et que ces biens et services, il faut qu'on puisse les produire, les distribuer de manière décarbonée. Et donc l'innovation a un rôle central à jouer dans cette transition. Merci Claire. Donc c'est votre positionnement business. Comment vous l'organisez? Comme je l'ai dit, on reviendra dessus. Donc une transition énergétique, l'innovation technologique au service est même un moteur essentiel. Ça prend bien place dans un environnement économique de performance et de développement? Oui, tout à fait. On parle d'innovation au service de la transition. Ces innovations, elles sont très disruptives. Et comme beaucoup d'innovations disruptives dont le monde a besoin, en urgence pour la transition, ça représente des opportunités économiques absolument gigantesques. Parce que ces innovations, la bonne nouvelle, c'est qu'elles existent. Elles sont dans les laboratoires. Pour 90% d'entre elles, elles existent. Elles sont un peu d'une certaine manière coincées dans les laboratoires. Et c'est bien ça la mission de Time for the Planet, c'est de les identifier et de leur permettre de sortir de ces laboratoires en leur apportant du financement, de l'expertise entrepreneuriale et la capacité, avec un nouveau modèle dont on parlera tout à l'heure, de se déployer à l'échelle mondiale. Mais derrière ça, c'est d'immenses opportunités de marché aussi qui s'ouvrent parce que ces innovations, comme on en a besoin et qu'on en a besoin à l'échelle mondiale, ce sont plein de nouveaux marchés qui vont s'ouvrir et donc des opportunités économiques absolument gigantesques, bien sûr. Merci. Et moi, j'ai envie de te poser une question, Nicolas. Tu disais que l'entreprise a un rôle essentiel à jouer dans cette transition avec les innovations. On parle aujourd'hui beaucoup d'ESG dans les entreprises. On voit que les entreprises mettent l'ESG au cœur de leurs enjeux stratégiques, souvent de manière assez pragmatique, bientôt de manière un peu forcée. On voit que les critères extra-financiers prennent de plus en plus de place. Chez KPMG, en mai, vous avez fait un choix encore plus poussé, plus audacieux, qui est de devenir entreprise à mission. Nous, chez Time, forcément, ce sont des mouvements qui nous plaisent parce qu'on est profondément convaincus que l'entreprise a un rôle central à jouer dans la transition parce que l'entreprise transforme le monde et donc elle peut le transformer en bien aussi.
si elle change sa boussole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix de KPMG, pourquoi vous l'avez fait Bah écoute, très volontiers. Je crois que la première chose, ça part d'une conscience collective. Et quand je dis conscience collective au bord de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs, des femmes et des hommes qui travaillent chez KPMG. Et cette conscience, on ne peut pas venir le matin, travailler en tant qu'entreprise, tirer les fruits d'une société et de notre travail, et partir le soir et se dégager des obligations et des responsabilités qu'on doit porter. Donc ça, c'est vrai sur le plan de la transition énergétique, c'est vrai sur le plan sociétal, de manière très importante. Cette conscience chez nous, elle n'était pas nouvelle. La fondation d'entreprise qu'a créée KPMG, elle a pratiquement 15 ans aujourd'hui. Les enjeux des limites des ressources de notre planète, ça fait plus de 10 ans qu'au niveau de la présidence du cabinet, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et donc il y a cette conscience collective. Ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut une rencontre entre cette conscience collective et une incarnation. Et cette incarnation, alors c'est beaucoup de personnes dans l'entreprise, mais je veux souligner juste deux actions particulières. Mise en place d'un comité Next Gen, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est 12 collaborateurs de l'entreprise, choisis non pas par rapport à leur responsabilité hiérarchique dans leur entreprise, mais par rapport à leur drive, par rapport à leur engagement sur les enjeux ESG. Eux, on leur donne la responsabilité de réfléchir et de venir interpeller le COMEX sur les dynamiques nécessaires à mettre en place. Donc un premier niveau d'incarnation, un deuxième niveau d'incarnation. Marie Guillemot prend la présidence du cabinet l'an dernier. Et sur tous les sujets sur lesquels on s'est dit oui, on aimerait bien aller vers ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a un modèle économique. C'est pas possible parce qu'on n'a jamais fait comme ça. C'est pas possible parce que les autres ne l'ont pas encore fait. Qu'il vaut mieux attendre et être le premier suiveur qu'être un leader sur cette thématique. Là, on a une personne, et elle est à la présidence de la firme, et qui dit c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc on a renversé un petit peu les choses qui nous paraissaient insurmontables. Et effectivement, au mois de mai, on a voté à plus de 97% des actionnaires de KPMG, qui sont les associés de KPMG. C'est le modèle un peu particulier aussi de notre entreprise, de passer entreprise à mission, de choisir des objectifs ambitieux, et puis ensuite de se prêter à l'exercice nécessaire de la mesure et du reporting sur ces objectifs que nous prenons. C'est un beau mouvement collectif. Bah écoute, j'en suis fier. Je pense que beaucoup de nos collaborateurs et collaboratrices en sont fiers également. Mais dis-moi, je voulais revenir sur la thématique de Time for the Planet. On a une conviction chez KPMG, et ça se voit d'ailleurs beaucoup sur notre stand où on accueille pas mal de startups. Le monde dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est un monde d'écosystème. Il faut être en partenariat. Alors avec des startups, avec d'autres grands groupes, des boîtes de techno et que sais-je encore. Et on surmultiplie chez KPMG cette démarche partenariale est très ouverte. J'avoue que vous allez encore un cran plus loin et vous placez à la fois l'intelligence collective et l'open source comme vraiment des fondamentaux de votre modèle d'entreprise. Donc ça peut, quand je l'exprime, être un peu conceptuel. Explique-nous les bénéfices et les raisons de ces choix. Oui, effectivement, ça nécessite un peu d'explication. Encore une fois, je le disais, nous, on est convaincus que l'entreprise peut être un moteur de transformation pour le bien commun. Mais on est aussi convaincus que ça nécessite de changer un peu les règles. Quand on parle d'innovation, on parle d'une manière différente de faire les choses. Quand on cherche à obtenir un résultat différent, il faut faire les choses différemment. Et donc nous, on a pris ce modèle d'entreprise et on a voulu le transformer pour le mettre au service de notre mission, de déployer ces innovations le plus rapidement possible, parce qu'il y a une notion d'urgence dans la question de l'écologie. La question du collectif, elle est effectivement au cœur du modèle, puisque nous, on a voulu créer une entreprise, un projet, dans lequel n'importe qui pourrait devenir acteur du projet, n'importe qui peut devenir propriétaire de ce projet, en devenant en fait actionnaire, vraiment, en achetant des actions Time for the Planet, sachant qu'une action Time for the Planet coûte 1 €. Donc n'importe qui peut devenir actionnaire de Time for the Planet en 3 minutes sur notre site internet à partir de 1 €. Et c'est par cet engagement collectif que nous levons des fonds auprès de citoyens, auprès de particuliers, auprès d'entreprises. On a plus de 2000 entreprises qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et que cette levée de fonds collective nous permet d'avoir des moyens financiers
pour financer des innovations. Mais au-delà des moyens financiers, en fait, cet hyper collectif que nous sommes en train de créer, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a été rejoint par 55 000 actionnaires. Donc cet hyper collectif, au-delà de l'argent investi, des milliers de ces actionnaires ont décidé de mettre leur temps et leurs compétences au service du projet, parce qu'ils se sentent vraiment copropriétaires du projet. Et ça nous a permis entre autres de mettre en place un système d'évaluation des innovations que nous choisissons qui est basé sur l'intelligence collective, puisque nous formons chaque semaine des évaluateurs parmi nos actionnaires qui se forment pendant 1 heure en ligne pour devenir évaluateurs des innovations que nous recevons. Ils évaluent sur un premier niveau ces innovations, puisqu'on vient juste évaluer le fait que ces innovations rentrent bien dans les critères, dans le scope de Time for the Planet. Donc on ne leur demande pas d'être des experts techniques ou scientifiques, ce n'est pas du tout le sujet. C'est vraiment, ils viennent nous faire un premier tri, puisque en 1 an et demi maintenant, on a reçu plus de 800 innovations. Pour pouvoir évaluer ces 800 innovations rapidement, parce qu'on est encore dans cette notion d'urgence, il nous fallait un système qui permette d'évaluer rapidement. Donc on a ce premier niveau d'évaluation qui est fait par cette intelligence collective, et on s'est rendu compte qu'en fait, la note qu'on obtenait par une cinquantaine, une centaine d'évaluations sur chaque innovation correspondait à la même note qu'on aurait eue par une évaluation par un expert. Sauf que là, tout d'un coup, plus le mouvement grandit, plus on a d'évaluateurs, plus on a une capacité grandissante, exponentielle et rapide à évaluer. Donc ça, c'est vraiment au cœur du modèle. Ensuite de ça, on a un comité scientifique qui s'occupe de toute l'expertise technique, etc. Donc ça fait partie vraiment de la conviction que l'hyper-collectif et le collectif est absolument nécessaire. C'est un indispensable dans la lutte contre le dérèglement climatique. On le voit bien en tant qu'individu, tout seul, on est assez vite limité par ce qu'on est capable de faire, même si on devient un héros du climat dans sa vie quotidienne. Il y a quand même toute une partie de ça qui nous échappe et on a besoin d'un écosystème entier qui se met en mouvement ensemble pour y arriver. Et puis le modèle ouvert, pour nous, c'est un modèle qui est aussi absolument indispensable. On parle d'innovation de rupture. On parle de rapidité de déploiement. Et donc le modèle de Time, c'est d'identifier des innovations, de les financer. On met un brevet autour de ces innovations, mais ensuite de ça, autour de ces brevets, on crée des contrats de licence libre qui permettent à n'importe qui de venir copier, commercialiser et améliorer l'innovation. En échange de ça, les améliorations qui sont apportées doivent être partagées avec les autres utilisateurs de la licence. Et là encore, on parle d'intelligence collective, on est sur des innovations de rupture. Et donc ces innovations vont arriver à maturité beaucoup plus rapidement parce qu'il va y avoir un partage d'intelligence sur ces améliorations qui sont apportées. Et puis l'autre élément que ceux qui utilisent la licence doivent partager, c'est les réductions de CO2 qui ont été permises par leur activité. Et ces réductions, ils nous les renvoient à nous, à Time for the Planet. Et en fait, c'est toutes ces réductions de CO2 que nous allons distribuer à nos actionnaires qui ne touchent pas de dividendes financiers. C'est pour ça que je dis que Time est une entreprise à but non lucratif. Tous nos bénéfices sont réinvestis dans des innovations. Mais ce qu'on distribue à nos actionnaires, c'est la mesure de leur impact. Parce qu'aujourd'hui, l'impact, ça fait partie des éléments qui viennent se placer à côté de la performance économique. Alors moi je trouve ça absolument fascinant. Je ne suis pas actionnaire de Time for the Planet, mais mes 2 enfants le sont. Donc Clémentine et Augustin, 10 et 12 ans, sont actionnaires de Time for the Planet. Alors ils sont trop jeunes pour être évaluateurs. Moi je les trouve remarquablement intelligents parce que c'est mes enfants, mais ils sont juste des enfants de 10 et 12 ans. Trop jeunes pour être évaluateurs. Je regarde dans leurs yeux une chose intéressante qui moi me donne beaucoup d'inspiration, c'est que pour comprendre ce que vous faites, ils n'ont pas comme nous à désapprendre ce qu'est un modèle d'entreprise et de se dire mais attends, Time c'est une asso et une fondation ou c'est une entreprise et comment ça marche? Parce que si c'est pas un actionnariat, est-ce que c'est coté? Est-ce que c'est du private equity? Et dans leurs yeux, même s'ils comprennent probablement pas tout le système, je vois des personnes qui n'auront pas à désapprendre des modèles économiques pour comprendre ce que vous êtes en train de créer. Et je trouve ça très encourageant. C'est vraiment la question de créer un nouvel imaginaire en fait. Alors, avec Time, l'idée c'est vraiment de créer un nouvel imaginaire qui va driver finalement d'autres projets dans ce sens-là. Moi pour conclure peut-être, on parle d'innovation technologique ici quand même. Je sais que c'est au cœur de la proposition de valeur de KPMG. Je sais aussi que pas mal de gens disent oui, l'innovation technologique et le bien commun, ça fait pas bon ménage. Toi et moi, on ne partage pas cette idée-là et je voulais t'entendre un peu sur ce sujet-là. Oui, c'est un credo extrêmement fort et c'est vraiment notre raison aussi d'être là aujourd'hui. C'est qu'on ne pense pas qu'il y ait une innovation qui soit signée
par des grandes entreprises et qui ne soit pas bien, et un bien commun qui soit la propriété d'autre chose. Je pense que l'innovation, elle ne vaut et elle n'existe que si elle est moteur d'un progrès social et sociétal. Sinon, elle prend pas place. Que les entreprises ont un rôle fondamental dans cette démarche pour permettre à l'innovation de passer à l'échelle. Et nous, KPMG, notre rôle là-dedans, c'est de casser un petit peu les dogmes apparents qui n'en sont pas sur le fait que bien commun et innovation ne peuvent pas faire bon ménage. L'innovation est au service du bien commun, sinon elle ne se déploie pas. C'est le choix d'ailleurs que font beaucoup d'investisseurs dans leur stratégie d'investissement, de regarder ce qui peut vraiment influencer, créer de nouveaux usages ou changer les usages. Et peut-être pour conclure, on l'a partagé en préparation de cette keynote, je me faisais la relecture de ce que Uber a amené et de la façon dont on voudrait le réimaginer aujourd'hui si ça démarrait aujourd'hui. C'est à l'origine une réflexion extrêmement passionnante pour décentraliser les modèles économiques, pour amener des nouveaux services et des nouveaux accès à des nouveaux services. Et on voit bien qu'en se développant très vite, il y a des années de ça a créé des externalités négatives qui ne sont pas bonnes du tout. La paupérisation des emplois, etc. Est-ce que pour autant la réflexion d'innovation qui avait à l'origine était mauvaise? Non. En revanche, ce que l'on souhaite, c'est que dès les fonds baptismaux quelque part de ces démarches d'innovation pour les startups ou les grands groupes qui vont en être les moteurs, les mesures extra-financières d'impact soient écrites au premier jour du fondement de ces initiatives pour permettre à ces initiatives d'aller aussi vite qu'elles ne l'ont été. Les bouleversements apportés ont été très rapides, mais pour minimiser, voire éliminer quelque part toutes les traînées négatives qui peuvent exister et qu'on doit corriger par la suite. KPMG, je ne sais pas si on changera le monde, mais là, on a un rôle fondamental pour aider à définir et poser les bases de ces mesures, notamment sur l'extra-financier, et pour accompagner les entreprises dans leur transformation et permettre une innovation rapide, sans externalité ou sans trop d'externalité. On compte sur vous. Ouais. Merci, et j'étais très heureux de partager cette keynote avec toi. Merci Nicolas. Très bonne journée à toutes et à tous.